Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc et bonne rentrée si ce cours est l'un de vos premiers cours. Donc là vous assistez au cours Signification et théorie linguistique qui est un des cours au choix proposés en L3 dans l'UE1, aussi bien pour les lettres modernes que pour les étudiantes et étudiants inscrits en licence de sciences du langage. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu le fonctionnement du cours et en premier lieu le fait que tous les cours sont enregistrés et disponibles quelques jours après la séance sur mon site internet, donc qui est à l'adresse philippemonneray.jimdofree.com. Donc ce que je vous montre ici, c'est déjà en ligne. Vous voyez, quand vous allez sur le site, vous avez différentes rubriques, accueil, recherche, cours et séminaires. Vous cliquez sur cours et séminaires. Et là, vous avez la liste des cours que je donne. Bon, au début, c'est master, etc. Nous, ce qui nous concerne, c'est ici. Licence L3, SDL. Bon, j'ai mis SDL, mais c'est SDL ou lettres modernes. Signification et théorie linguistique. Et quand vous cliquez sur ce cours, vous arrivez sur cette page dans laquelle vous avez à chaque fois le PowerPoint de la séance et l'enregistrement. Alors bon, l'enregistrement, c'est en général, quand j'ai le temps, c'est un enregistrement avec le PowerPoint et ma voix mixé, enfin, donc vous regardez le PowerPoint et ça défile, mais parfois, en raison de problèmes techniques, l'enregistrement audio est séparé et vous avez l'audio et le PowerPoint qui est en PDF en fait, distinct. Mais en général, vous avez quand même une vidéo qui est d'ailleurs, c'est un lien sur YouTube parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à l'étranger qui suivent aussi ces cours. Et donc, vous pouvez, si vous êtes absent, récupérer le cours sans aucune difficulté. Je veux dire, vous avez exactement tout ce que j'ai dit. Ah, pas exactement, parce que comme je le précise là, quand par exemple il y a un peu de dialogue, étant donné que j'ai un micro-cravate, on n'entend pas les questions des étudiantes et des étudiants. Donc à ce moment-là, je coupe, je fais un peu de montage. Donc il y a vraiment, si vous voulez, l'essentiel du cours qui est disponible. Bon, ça c'est bon à savoir parce que vous avez tout le PowerPoint, vous avez l'enregistrement audio, ce qui fait que vous prenez en note uniquement les choses qui vous semblent indispensables. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez, même si vous prenez des notes relativement partielles pour vous concentrer un peu sur le propos, ça n'empêche pas, et ça je vous le conseille pour tous les cours, chaque semaine ou alors chaque soir, de reprendre vos cours, de faire des petits résumés, des petites synthèses à partir de la vidéo ou à partir de vos notes. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir. Les étudiants qui font ça, en général, ils réussissent très facilement leurs examens, mais il ne faut pas laisser avancer comme ça l'année sans retravailler les cours que vous avez eus. Alors, je vous donne le plan, grosso modo, du cours magistral, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On va faire aujourd'hui une première séance d'introduction qui est simplement une réflexion aujourd'hui sur l'intitulé du cours, signification et théorie linguistique. Donc on va un peu s'interroger sur ce que c'est que le sens, la signification, pourquoi ça concerne assez spécifiquement la linguistique ou pas forcément seulement la linguistique, etc. etc. Donc on va développer, si vous voulez, dans les séances suivantes, une analyse du sens au plan des mots, de la phrase, du texte, etc. Et ensuite, on travaillera d'une façon un peu particulière en regardant un petit peu comment la sémantique est présentée dans différents manuels universitaires. Et enfin, dans les quatrième et cinquième parties, on travaillera spécifiquement sur la sémantique lexicale et ensuite sur la sémantique grammaticale. Je n'entre pas dans le détail, on reviendra peu à peu sur le contenu du cours. Il peut y avoir d'ailleurs des aménagements, je veux dire, je me suis basé sur le cours que j'ai fait l'année dernière, mais il est possible que je fasse des petites modifications dans ce plan de cours. J'ai oublié de vous signaler une chose, c'est que la semaine prochaine, nous n'avons pas cours, parce que je suis à Madrid pour l'ouverture d'un master et pour une conférence d'ouverture du master, donc la séance est reportée. Je pense que je mettrai en ligne une séance qui sera uniquement en ligne, mais je le ferai plus tard. Ou alors je ferai peut-être ce que j'ai fait l'année dernière et que les étudiants ont bien apprécié, c'est de faire une séance de révision supplémentaire à la fin de l'année. Quand tous les cours sont terminés, on fait une séance en Zoom un soir pour reprendre un peu tout et refaire une séance de révision. Ça, c'est vrai que c'est assez utile pour tout le monde.
Alors, je vous montre dès maintenant aussi la nature du sujet de l'examen. Bon, ça, c'est un examen d'une année antérieure, je ne sais plus exactement de quand d'ailleurs, mais c'est pour vous donner une idée du type de questions que vous aurez à l'examen. Donc, l'examen est partagé en deux, 10 points pour les questions cours magistral, 10 points pour les questions travaux dirigés. Pour les questions qui portent sur le cours magistral, vous avez 3 types de questions qui sont illustrées ici. Une première question qui est vraiment une question de cours générale, qui correspond à quelque chose qu'on a vu en cours. Par exemple, ici, selon un point de vue sémantique, quelles sont les principales difficultés de compréhension situées au niveau de la phrase. Voilà, j'ai consacré 1 ou 2 cours à cette question, et il suffit de reprendre les éléments du cours. Donc, en principe, vous n'avez, en termes de bibliographie, rien de plus à connaître que ce que je vous explique en cours et les références bibliographiques que je donne au fur et à mesure. En général, je donne toujours des liens qui mènent vers des textes. Donc, voilà, vous pouvez vous contenter de tout le matériau qui est disponible en ligne. Ça vous donne vraiment le contenu du cours magistral. Si vous voulez faire mieux, vous pouvez travailler un petit peu sur différents manuels de sémantique. Certains, je vais les commenter, mais bon, voilà, pour votre documentation personnelle, vous pouvez aller voir autour d'une question comme la polysémie, par exemple, ou je ne sais quoi, les connecteurs en pragmatique, allez voir dans d'autres manuels, dans différents manuels pour vous faire une idée personnelle et comparer des définitions, etc. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ça, c'est vraiment si vous vous intéressez particulièrement à la discipline et que vous souhaitez approfondir. Deuxième type de question, un commentaire de citation. Alors, vous verrez, moi, la linguistique telle que je l'enseigne dans ce cours magistral, c'est une linguistique qui a des aspects un petit peu techniques, mais qui a aussi une dimension de commentaires philosophiques, voire littéraires, parfois sur certains textes littéraires. Donc, il y a vraiment une pratique du commentaire de la citation. D'ailleurs, vous avez une citation qui renvoie, que j'ai commentée en cours, ou alors qui correspond à un extrait d'un texte qui a été mis en ligne et que je vous ai invité à lire. Et vous devez reprendre les éléments de cette citation pour élaborer un commentaire nourri des connaissances du cours. Et puis enfin, il y a un troisième type de question qui est vraiment plus sous le format exercice, et qui porte sur la partie sémantique lexicale, où on analyse des mots. Par exemple, voilà, brutaliser, il faut voir que ça vient de brut, brutal, mais que brutaliser, contrairement à, je sais pas moi, à banaliser, qui signifie rendre banal, ou à stériliser, qui signifie rendre stérile, brutaliser, ça ne veut pas dire rendre brutal. Bon, donc ça, c'est un genre d'analyse, de commentaire qu'on voit pendant le cours magistral et qu'il faut être capable de reproduire sur tel ou tel type de mots. Donc c'est la formation des mots, c'est ce qu'on appelle de la sémantique lexicale. Bien, donc 3 types de questions. La pure et simple question de cours, la question à partir d'une citation et la question type exercice. Pour le cours magistral. Là, si vous voulez, les notes en général sont assez contrastées, parce que c'est un genre de cours où c'est impossible d'improviser. Si vous voulez. Soit vous avez les connaissances, soit vous n'avez pas. Vous essayez de broder, ça se voit tout de suite, vous avez 0 à la question, je lis même pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que on voit immédiatement quelqu'un qui a quand même une connaissance. Après, il y a des degrés, connaissances plus ou moins approfondies, etc. Ça, ce sont les questions CM. Et puis les questions TD, donc voilà, là c'est vraiment pas très représentatif parce que là ça dépend de l'enseignant de TD. Je me souviens plus au moment où il y a eu ce sujet qui était l'enseignant. Je pense pas que c'était encore Madame Dubois-Dalle. Passons maintenant donc au début de cette introduction sur ces notions de sens et de signification. Là, je vous ai donné 2 définitions, enfin de résumés non pas de définition, mais finalement d'étymologie, empruntée au TLFI, Trésor de la langue française informatisée. Je vais vous en dire un tout petit mot parce que chaque année, il y a un certain nombre d'étudiantes ou d'étudiants qui ne connaissent pas cette source cette source numérique qui est vraiment très, très utile, cette ressource numérique qui est très utile. Bon, sens, signification, au fond, dans l'usage commun, c'est assez difficile à différencier. Bon, à part que, en effet, sens a l'air plus
Polysémique, c'est-à-dire il y a au moins on pense à quoi quand on pense à sens, au sens, le sens d'un mot, hein, la signification d'un mot, donc l'équivalent de signification. Mais en français, sens signifie aussi bien les 5 sens, hein, la sensorialité, que la direction. D'accord ? Dans quel sens faut-il aller pour retrouver le métro? Bien. Alors, vous voyez que quand on examine un peu l'étymologie, l'étymologie, c'est juste une source de description des significations parmi d'autres. Hein, ça n'est absolument pas prioritaire. L'étymologie ne dit pas la vérité du sens des mots. Hein, bon, mais je m'en sers ici pour, si vous voulez, commencer à explorer un petit peu le contenu sémantique de ces notions, de ces mots plutôt de sens et de signification. Donc, sens est emprunté à un mot latin, sensus, hein, qui vient de sentire, sentir, qui a dès le latin ce sens ce double sens à la fois de signification des unités linguistiques, hein, signification des mots, et puis perception, sensation, manière de sentir, donc la sensorialité, les 5 sens, odorat, l'ouïe, la vue, etc. Bien. Donc ces 2 sens-là existent dès le latin. En revanche, le sens de direction vient d'un croisement avec des langues germaniques, avec le germanique zin, parce que vous savez très bien que le latin a subi en Gaule des influences germaniques. Bon, et là, si vous voulez, ce sens de direction, chemin, ne vient pas du tout du latin. Là, hein, ça vient du croisement avec l'ancien français sans chemin-direction qui est repris donc au germanique zin. Bon, donc on a, si vous voulez, parmi les 3 sens que je distinguais du mot sens, il y en a un qui est à part quand même, hein, celui de direction, etc. Et on verra que le TLFI, le Trésor de la langue française, le traite séparément. Hein, ça n'a rien à voir avec les 2 précédents finalement. Alors que signification, vous voyez que c'est vraiment autant l'idée de sens est liée à l'idée de perception, de percevoir, concevoir le sens d'un mot, l'idée de signification est vraiment directement liée au signe. Hein. Significare, ça vient donc d'indiquer par signe, donc signus, le signe. Hein. Au départ, c'est l'idée de signe, donc faire comprendre par un signe. Hein. Donc on retrouve bien cette idée de comprendre, de signification, mais vraiment l'idée de signe est dans signification. Bon alors, voilà, c'est un premier aperçu. On verra qu'il n'y a pas au fond, ça c'est le langage courant, hein, je veux dire le langage courant de sens et signification. En linguistique, la particularité, c'est que les mots d'usage courant sont utilisés parfois comme des termes techniques. Hein. Et on va donner à sens une signification très précise, technique, dans telle ou telle orientation théorique, et signification signifiera tout autre chose, ou pas. Hein. Bon. Donc, en fait, il y a une instabilité de ces notions de sens et de signification. Alors, bon, si vous voulez, pour toute cette affaire de l'influence du germanique, vous pourrez lire ce passage que j'ai repris au TLFI, mais je passe. Je vous montre rapidement ce que c'est que le TLFI. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je suppose que quand même au moins la moitié d'entre vous connaissent. Donc, vous allez c'est vraiment un dictionnaire, si vous voulez. Ce qu'il y a de plus précis, c'est gratuit, en ligne. Hein. Pour le français, c'est le dictionnaire le plus précis, le plus détaillé. Donc l'adresse, c'est atilf.fr, mais en général, quand vous tapez TLFI, vous le trouvez assez facilement sur Google. Donc la page d'accueil, c'est ça. Ce dictionnaire, hein, donc c'est une ressource avec des mots, des définitions. Il a cette particularité d'avoir été conçu à partir d'un corpus, donc d'un ensemble de textes, qui lui aussi est disponible. Hein. C'est Frantext, et Frantext, vous y avez accès, c'est un corpus, donc tous les textes qui ont été utilisés pour fabriquer ce dictionnaire. Frantext, cette base de données est accessible via l'ENT, hein. Ça peut vous servir, bon, peut-être plutôt en master, mais vous voyez que vous avez une disponibilité en ligne à partir de l'ENT de Sorbonne Université à Frantext, où vous pouvez faire des requêtes, par exemple, je sais pas moi, vous voulez savoir quelles sont les occurrences d'un mot un peu, je sais pas, un peu rare, genre
smaragdine, hein, on verra ce mot à un autre moment. Est-ce que ce mot est représenté dans la littérature? C'est un corpus de textes littéraires. Hein. Donc vous entrez dans le corpus, vous faites une requête sur le mot et vous trouvez la liste de tous les textes. Vous avez des petites statistiques aussi qui sont accessibles. C'est très bien et très facile d'utilisation. Bien, alors, maintenant, quand vous entrez dans le TLFI, vous avez une fenêtre ici où vous entrez le mot que vous voulez chercher. Par exemple, sens. Bon, alors vous voyez que quand vous mettez sens, vous obtenez les différents articles du dictionnaire dans lesquels il y a sens. Donc ici, il y a des expressions, arrière-sens, à contresens ou à bon sens. Il y a une entrée spéciale pour non-sens, et puis il y a sens 1 et sens 2, hein, qui sont vraiment séparés comme si c'était deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc on verra, c'est ce qu'on appelle le cas de l'homonymie. Hein. Alors, sens 1, c'est donc le sens qui va nous intéresser hein, dans le domaine physique, sensibilité, sensation. Et puis le sens 2, c'est l'orientation, la direction. D'accord ? Et quand vous entrez, vous voyez, vous avez des définitions très détaillées avec les domaines techniques, par exemple le sens du courant en électricité, la notion de sens en mathématiques, etc., etc. Donc quand on se base sur le TLFI, et qu'on observe un peu quelles sont les différentes acceptions du terme sens en retenant uniquement le sens 1. On a donc d'une part une acception sous la dénomination de faculté-capacité dans le domaine physique de la sensibilité et des sensations. Donc ça c'est la sensorialité, les 5 sens, etc. Et puis dans le domaine intellectuel, donc ça c'est une autre signification qu'on a dans le bon sens, le sens commun, hein, l'idée de jugement, de compréhension, d'usage du jugement, de la compréhension, etc. Donc il y a quand même un lien avec l'idée de compréhension. Donc, alors, on pourrait se demander pourquoi dans une culture comme certaines des langues romanes, parce qu'on trouve ça aussi dans d'autres langues romanes, on fait ce lien entre la sensorialité et l'intellectuel. Il y a un lien là entre le sensoriel et l'intellectuel hein, qui est fait immédiatement, vous voyez, auquel on ne songe pas souvent, mais c'est quand même assez curieux. Ce n'est pas le cas dans toutes les langues. Hein. Bon, ensuite, il y a le sens vraiment réservé à la pensée ou au signe, objet de pensée ou signe. Donc, par exemple, sens apparent, caché, exotérique, ou bien fondement, justification, une question qui a un sens, le sens des choses, le sens de l'univers, le sens du travail. Vous voyez, les années précédentes, je m'amusais toujours à regarder un peu les premiers résultats dans une requête sur Google de sens. Et en général, on trouve sens de la vie, quel est le sens de la vie, quel est le sens de... Voilà, c'est ça. Donc, on entend beaucoup hein, aujourd'hui cette signification des gens qui veulent un métier qui ait du sens. C'est un terme qui est extrêmement utilisé dans les sociétés contemporaines, en tout cas européennes, et en effet à juste titre parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent à cet égard. Alors, bon, ensuite, si vous entrez dans le détail, hein, vous avez toutes ces spécificités sur à la fois donc la notion de faculté et de capacité et puis propriété d'un objet de pensée ou d'un signe. Hein. Je ne vais pas commenter tout le détail, vous le lirez si vous le souhaitez. Je précise également qu'à la fin de chaque article dans le TLFI, vous avez une petite partie étymologie et histoire. Bon, il faut bien on la trouve vraiment à la toute fin de l'article. Et parfois, l'article, il faut descendre assez bas avec l'ascenseur pour le trouver. Hein. Et donc là, vous avez vraiment toute l'histoire des attestations. Bon, je les ai résumées ici, vous voyez, mais les différents sens appartiennent à peu près. Hein, CA, ça veut dire circa, c'est-à-dire aux environs de 1100. Bon, la deuxième signification vers 1119. Donc, vous voyez ça. Toutes les significations de ce mot sens apparaissent à peu près en même temps en français. Hein, mais vous avez l'historique détaillé dans le TLFI de toutes les acceptions. Vous voyez, par exemple, plaisir des sens, ça vient de Pascal au XVIIe siècle, etc., etc. Alors, maintenant, revenons à notre cours et donc à
c'est intitulé que je n'ai pas choisi, hein, que j'ai hérité d'un professeur qui faisait ce cours avant moi, signification et théorie linguistique. Donc il y a à la fois la notion de signification. Bon, on va pas, dans une première étape, on ne va pas trop différencier. Hein. Je veux dire, je parlerai indifféremment de sens et de signification. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, les linguistes ne sont pas forcément très clairs sur la question, mais on peut dire que rarement le terme de signification est technicisé. Hein. C'est en général plutôt le terme de sens qu'on va utiliser en linguistique, et plus spécifiquement dans cette étude particulière, cette branche particulière de la linguistique qui est la sémantique. Mais bon, est-ce que la question qui se pose à ce moment-là, c'est on peut poser la question, tout au moins, une fois qu'on a fait le tour, enfin, on a observé un peu l'horizon des différentes significations du mot sens dans le langage courant, hein, dans les usages courants, quel est maintenant l'usage technique? Donc, l'usage technique, il va dépendre des disciplines. Hein. Or, plusieurs disciplines qui s'intéressent au langage vont être concernées par cette notion de sens. Bon, bien sûr la linguistique, mais aussi la sémiotique, c'est-à-dire la théorie générale des signes, hein, ou la sémiologie, sémiotique, bon, on n'est pas obligé de faire une distinction très nette. La sémantique, bien entendu, on verra, c'est l'étude du sens, c'est quand même en gros, ici, c'est un cours de sémantique hein, qu'on fait. Ou bien la pragmatique, là on verra qu'il y a des frontières entre ces deux disciplines. Je ne sais pas si pour vous c'est très clair la frontière, la différence entre sémantique et pragmatique, mais c'est un point qu'il faudra examiner. Voir la philosophie, hein, vous voyez ce livre de Jocelyn Benoît, Entracte et sens, la théorie phénoménologique de la signification. Jocelyn Benoît c'est un philosophe, bon, beaucoup de philosophes s'interrogent sur les notions de sens et de signification. Donc, est-ce qu'on peut dire que, je ne sais pas moi, par exemple, l'atome, c'est un concept, une chose qui peut appartenir au domaine de la chimie, de la physique. Bon, le sens, ça appartient à quel genre de domaine, hein. Donc nous, on va l'appréhender à partir de la linguistique. Mais à partir de là, si vous voulez, il y a deux solutions. Hein. Il y a deux solutions. Je dis, par exemple, bon, je ne vais pas m'intéresser à la linguistique en général, je vais faire une étude du sens, je vais faire de la sémantique. D'accord ? On va faire un cours de sémantique. Et à partir de là, j'arrête de réfléchir d'une manière générale et tout de suite, j'entre dans le détail technique de ce que c'est que la sémantique. Donc, on examine ce que c'est que l'homonymie, la polysémie restreinte, la métonymie, la synecdoque, toutes ces choses-là, en se disant, ben voilà, tout cela, ça traite du sens, donc ça revient, ça appartient à la discipline sémantique. Seulement, quand on fait ça, si vous voulez, on fait que, bon, on n'a pas beaucoup réfléchi quand même. Hein. On va entrer dans une réflexion technique, mais on se sera épargné quand même un moment de réflexion un peu générale sur la notion de sens. Or, il me semble quand même, justement, puisque ce problème du sens est tellement important hein, dans nos vies, que ça mérite quand même de s'interroger d'une manière un peu plus précise, un peu plus long, pas forcément précise, mais de prolonger un petit peu l'interrogation sur ce que c'est que la signification et le sens, et donc de reporter la définition. Quand on définit, on finit quelque chose d'une certaine façon. Je peux dire, le sens, en sémantique, c'est ça. Je donne une définition. C'est ce que fait par exemple la sémantique formelle. Hein. La sémantique formelle, elle ne va pas s'embarrasser, elle va dire, bon, ben, pour moi, le sens, c'est ça. Et à partir de là, voilà tous les outils techniques que j'utilise, tout l'appareil conceptuel que je vais utiliser pour faire de la sémantique. Bon. Et puis, une autre discipline va dire, le sens, pour moi, c'est cette autre chose-là, et je vais travailler là-dedans. Mais bon, pourquoi choisir plutôt... Définir, c'est arbitraire. Hein. On peut définir arbitrairement, plus ou moins arbitrairement, hein, en fonction de l'histoire des disciplines, le sens ou la signification. Alors, quand on reporte un petit peu cette définition technique du sens, on entre dans un domaine qu'on appelle celui de la linguistique théorique. Alors, précisément, ce que vise la linguistique théorique, hein, c'est de conserver une réflexion d'ensemble, générale, sur le langage,
nourri de la perspective technique, mais qui ne se limite pas à la perspective technique. Pourquoi certains linguistes défendent l'intérêt d'une linguistique théorique? Parce que il y a une sorte de fossé parfois entre la technicité de certaines analyses du langage, ou des langues, et puis un fossé donc entre cet aspect technique des langues et puis ce qu'est le langage pour un être humain quelconque dans sa vie, etc. Ce que ça veut dire pour lui tel ou tel problème de langage. Bien, donc la linguistique théorique, elle vise justement à s'articuler, si vous voulez, avec ce qu'on appelle parfois la linguistique descriptive et la linguistique appliquée. Donc la linguistique appliquée, c'est par exemple la linguistique informatique, bon maintenant qui est une sorte de discipline à part, mais qu'on appelle parfois le traitement automatique des langues ou la linguistique computationnelle. Ou alors la linguistique appliquée, c'est aussi l'enseignement des langues, toutes les techniques d'enseignement des langues. Bon. La linguistique descriptive, c'est juste, on décrit différentes langues, parfois des langues rares, et on observe un petit peu leurs points communs, leurs différences. Mais la linguistique théorique, elle va, elle, se nourrir de toutes sortes de disciplines qui traitent du langage, de l'histoire, de la médecine, de la psychologie, des mathématiques, de la logique, etc. Et faire le lien entre toutes les disciplines qui traitent du langage et la linguistique technique pour en tirer un certain nombre d'informations. Donc, la perspective dans laquelle on va aborder ces notions de sens et de signification, c'est une perspective de linguistique théorique, donc qui va finalement nous amener à établir des liens, si vous voulez, par rapport aux notions de sens et de signification, avec à la fois les sciences cognitives, les questions de logique, des questions, on va voir, d'ordre systémique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'auto-organisation dans les systèmes. Et puis la linguistique théorique elle-même, elle est reliée, on l'a vu, à la linguistique descriptive, mais aussi donc à la psychologie, en particulier la psychologie cognitive, mais aussi la psychologie sociale pour les aspects dits de sociolinguistique, la sémiotique, c'est-à-dire l'étude des signes en général, les études littéraires, parce que évidemment les textes littéraires sont écrits avec un matériau qu'est le langage, et donc on ne peut pas se priver de ce que nous enseignent les textes littéraires sur les langues et sur les usages et sur les effets produits par les textes littéraires sur la cognition des lecteurs. On ne peut pas se priver de toutes ces informations pour comprendre des choses au sujet du langage ou de l'esprit humain. Et puis la philosophie, bien sûr, parce qu'il y a une branche de la philosophie qui s'appelle la philosophie du langage, mais il y a aussi la philosophie de la linguistique, enfin bref. Il y a toutes sortes ça fait bien longtemps que les philosophes s'intéressent à la question du langage. Mais évidemment, le philosophe, il va voir le langage à sa façon, le littéraire, il va voir le langage à sa façon. Et la seule discipline, si vous voulez, la seule personne qui va être, dont le métier, en quelque sorte, va être de relier les informations sur le langage qui viennent de la philosophie, qui viennent des sciences cognitives, qui viennent de la littérature, qui viennent de la sociologie, etc., c'est le linguiste, et le linguiste qui s'occupe de la linguistique théorique, justement. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme dans la médecine, vous avez la médecine interne, qui est un peu le médecin généraliste, c'est un peu le grammairien, le prof de français qui enseigne la grammaire, les spécialistes, les médecins spécialistes, celui qui est spécialiste de sémantique, de pragmatique, en linguistique, etc. Et puis, l'interniste, c'est-à-dire c'est un peu la linguistique théorique, la médecine interne, donc vous savez, c'est le médecin qui va, dans les cas de pathologie un peu compliqués, faire le lien entre le cardiologue, le neurologue, etc., pour essayer de traiter au mieux le patient concerné. Alors, un mot quand même au sujet de la sémantique, c'est que la sémantique, le mot français, mais en anglais aussi, semantics, etc. En fait, le terme a été inventé par un Français, Michel Bréal, dont je vous parlerai plus tard. Donc la sémantique, c'est quand même, on peut dire, une invention française. Bon, on va pas faire du nationalisme linguistique, mais il faut quand même le signaler. Alors, qu'est-ce que maintenant, si on quitte simplement la notion de sens du sens ou de sens du mot signification, qu'est-ce que ça veut dire avoir un sens, avoir une signification? Est-ce qu'on peut dire ça de n'importe quoi? Est-ce que je peux dire cette chaise, est-ce qu'elle a un sens ou pas? Non. Je veux dire, un objet, une personne, elle n'a pas un sens. Qu'est-ce qui a un sens? Ce sont des comportements intentionnels
Par exemple, cette action, faire ceci, on va dire ça n'a aucun sens, d'accord? Ou alors, les résultats, hein, le sens d'un film, le sens d'un tableau, c'est là où on va dire, on va voir des expressions du type « ce film n'a aucun sens », etc. Bon, donc dans ce cas-là, le sens est vu comme une sorte de cohérence, une adaptation à un contexte. Hein. En général, quand on dit que quelque chose n'a aucun sens, c'est qu'on le perçoit comme incohérent. Ensuite, ces notions d'avoir un sens ou une signification s'appliquent aussi à des abstractions. Hein, le sens de la vie, comme je vous disais, le sens du travail. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt l'idée de justification ou de but qui est visée. Hein. Pas tellement la cohérence. C'est quand les gens se demandent si leur vie a un sens, c'est pas forcément au sens de la cohérence, c'est au sens de la justification, c'est-à-dire pourquoi je fais ceci plutôt que cela. Hein. Bon, et puis enfin, bien évidemment, a priori, c'est surtout ça qui nous intéresse, hein, c'est le sens des mots, hein, ou des phrases, des textes, etc. Voir le sens d'un regard, hein, si on s'intéresse à la théorie des signes en général, et de plus en plus, vous savez, les études linguistiques sont des études qui sont plurisémiotiques, hein, qui s'intéressent non seulement à ce qui se dit, mais aux gestes que les gens font, aux mimiques, etc. Donc tout ça, un sourire, un regard, etc., ça a aussi un sens. Hein, et c'est un sens codé. Hein, je veux dire que c'est pas au hasard. C'est-à-dire tout le monde, je veux dire, il n'y a pas d'hésitation dans un regard méchant ou dans un regard d'exaspération. Je veux dire, tout le monde comprend. Hein, enfin, tout au moins quand on reste dans une même culture. Donc, il y a vraiment l'idée générale, quand même, que le sens renvoie, conçu comme une idée ou une représentation mentale. Bon, on peut se demander quel est le lien, hein, entre ces différentes conceptions du sens. On n'est pas obligé, encore une fois, de se poser la question. Hein. Comme je vous le disais déjà tout à l'heure, en sémantique formelle, on pose une définition et on oublie toute réflexion. À un moment donné, de toute façon, il faut s'arrêter de réfléchir dans le flou et puis entrer dans des choses techniques. Mais c'est une chose que de dire j'arrête définitivement de me poser les questions et je reste dans la technicité tout le temps, ou alors je laisse momentanément les questions générales et intéressantes et problématiques pour entrer momentanément dans un problème technique, mais ensuite je vais revenir à la question générale. Hein. C'est plutôt ça la perspective de la linguistique théorique. Ce n'est pas de se perdre dans la technicité de l'analyse. Alors, l'unification de ces différentes conceptions du sens, ça va être la notion de compréhension. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est assez largement partagé comme idée, et moi je trouve ça intéressant. En gros, le sens, c'est ce qu'on comprend quand on comprend. Hein. Quand est-ce qu'il y a du sens? Quand je comprends quelque chose. Ou quand je ne comprends pas, mais que je sais qu'il y a quelque chose à comprendre. D'accord ? Donc, il y a du sens quand il y a quelque chose à comprendre, et même quand on ne comprend pas. On va voir un peu dans le détail, il y a quand même, pour les textes, par exemple, des situations très claires où on se dit, là, je ne comprends pas, mais c'est parce qu'il me manque des éléments, ou là, je ne comprends pas, mais c'est normal, parce qu'il n'y a absolument rien à comprendre. Hein. Mais ce n'est pas forcément évident de penser à cette distinction de prime abord, je vais y revenir dans un instant. Alors, quels sont les avantages de déplacer la question du sens vers la question de la compréhension? En voici quelques-uns. D'abord, comprendre et ne pas comprendre sont des événements familiers de la vie mentale. Hein. On sait, on a des vécus de compréhension ou de non-compréhension. On sait quand on comprend ou qu'on ne comprend pas. Ce qui est grave, c'est quand on ne comprend pas et qu'on ne se rend pas compte qu'on ne comprend pas et qu'on ne le sait pas. Bon, mais en général, on le sait. Par ailleurs, comprendre et ne pas comprendre, ça peut se tester. Hein. Je veux dire que si on a compris quelque chose, on est capable de donner certaines informations sur ce qu'on a compris. Et si on ne peut pas les donner, c'est qu'on n'a pas compris. D'accord ? Donc ça a une objectivation possible. Hein. Ce n'est pas simplement quelque chose qui va être... Bien sûr, c'est quelque chose de mental, ça va être cognitif, dans la tête si vous voulez, mais on peut le tester par donc des moyens externes. Par ailleurs, l'intérêt de la notion de compréhension, c'est qu'au moins dans une première étape, même si nous ensuite on va s'intéresser qu'à l'aspect linguistique, la notion de compréhension n'est pas spécifiquement linguistique. Hein. On peut comprendre toutes sortes de choses. Et puis d'abord, puis en premier lieu, si vous voulez, ça inclut à la fois les mots eux-mêmes et puis tout le contexte, hein, tout l'environnement. Et enfin, on peut
aussi considérer, mais ça c'est un point qu'on n'aura pas trop l'occasion d'étudier, puis qui reste quand même très marginal dans les études sur le sens. La notion de compréhension, elle inclut la compréhension émotionnelle. Hein. C'est-à-dire, quand on va dire, par exemple, je te comprends, bon, pour quelqu'un qui a une difficulté à un moment donné, c'est pas qu'on comprend ce qu'il a dit, hein, évidemment. C'est qu'on comprend, on est dans une espèce d'empathie, de compréhension au sens émotionnel du terme. Et si vous voulez, par exemple, penser tout bêtement aux textes, à certains textes littéraires, par exemple les textes poétiques, qui jouent sur la transmission d'une émotion, là, la question ne va pas être simplement de comprendre le sens des mots, mais aussi d'avoir, de récupérer les informations émotionnelles qui sont véhiculées par le poème, en quelque sorte. Bien, et puis alors, il y a autre chose qui est très intéressant, mais c'est un peu ce que disait la notion d'objectivation et de test. Autre chose qui est intéressant dans la compréhension, c'est que le guide, ce qui va nous permettre de pister les problèmes de sens, c'est justement la non-compréhension. Qu'est-ce qui se passe de décrire des situations dans lesquelles on ne comprend pas et de se dire mais pourquoi je ne comprends pas là? Et à partir de là, on va voir que ça permet de classer différents types de sens, parce que la façon de surmonter la non-compréhension va être différente dans un cas et dans l'autre. Au fond, j'y reviendrai plus tard dans une autre séance, mais il y a un sens fort de comprendre qui est plus restreint que celui que j'utilise ici, qui est qu'on ne comprend vraiment quelque chose que si on a surmonté une étape de non-compréhension. Comprendre, d'une certaine façon, c'est passer de non-comprendre à comprendre. Si on comprend immédiatement, oui, par exemple, on me dit des mots en français, là je vous parle, en principe vous comprenez assez facilement ce que je dis, bon, on peut dire que vous comprenez, mais vous comprenez dans un sens un peu général. On peut défendre l'idée qu'il y a un sens, mais ça, encore une fois, j'y reviendrai dans une autre séance, un sens plus restreint et plus important, en quelque sorte, de la compréhension, qui est que, en quelque sorte, l'émotion de la compréhension, parce que comprendre, ça produit un plaisir. Hein. Sinon, je veux dire, on resterait tous ignares et on serait tous complètement ignares depuis l'époque préhistorique. S'il n'y avait pas une sorte de jouissance particulière produite par la compréhension de quelque chose qu'on ne comprenait pas avant, l'humanité n'aurait jamais progressé. Hein. Donc, enfin, bon, c'est un peu une thèse un peu simpliste, mais c'est un peu ça l'idée, si vous voulez, c'est que quand on surmonte une non-compréhension, ça produit un plaisir particulier. Hein. Mais ça ne marche que quand c'est pas immédiatement compréhensible, hein, quand on a surmonté une non-compréhension. Bon, alors voyons un peu par analogie avec. D'abord, je passe par une analogie avec la vision. Pour aller vers qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelles sont les situations dans lesquelles on ne comprend pas, je vais vous montrer quelques cas très rapidement de situations dans lesquelles on ne voit pas, hein, en me servant donc d'une analogie avec ne pas voir. Bon, première situation, vous ne voyez pas ou vous ne voyez rien parce qu'il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a rien. Est-ce que tu vois la chose qui est sur la table? Non, parce qu'il n'y a rien sur la table, donc il n'y a rien à voir. Deuxième situation, on ne voit rien parce qu'il fait noir, parce que les conditions extérieures ne permettent pas de voir. Hein. Je ne peux pas voir parce que les conditions externes ne me permettent pas de voir. Mais aussi, on peut ne pas voir parce qu'on a un déficit, cette fois-ci, interne. Hein. Si vous êtes myope, si vous êtes aveugle, etc., vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Bon. Ensuite, des choses un peu plus subtiles, vous ne voyez pas parce que, ou mal parce que vous n'adoptez pas la bonne attitude visuelle en quelque sorte. Alors ça, bon, je l'illustre par un cas un peu particulier qui est ce qu'on appelle le cas des images stéréoscopiques. Vous voyez, c'est des images, il faut loucher un peu sur l'image et vous la voyez en 3 dimensions, d'accord? Mais là, bon, on voit flou sinon, si on ne fait pas si on n'adopte pas, si on ne modifie pas, si vous voulez, son regard de telle sorte qu'on voit l'image en 3D. Hein. Donc là, il y a une attitude particulière, une attitude visuelle à avoir. Ensuite, il y a la situation de l'ambiguïté. Hein. Vous ne voyez pas, ou pas complètement, ou bizarrement, parce qu'il y a 2 images possibles. Hein. Là, je l'illustre avec le célèbre exemple du canard lapin.
hein, où vous voyez ici, aussi bien, donc là, c'est l'œil, si c'est l'œil du canard, le canard, il a son bec ici, et il regarde un peu en l'air par ici, hein, l'œil du canard. Et si c'est un lapin, là, ce sont les oreilles du lapin, et là, vous avez son museau. Hein. Ouais, c'est assez connu, ça. Mais là, du coup, il y a une ambiguïté. Hein. Vous voyez bien, mais il y a deux choses à voir, et vous n'êtes pas sûr de voir la bonne chose qu'on vous demande de voir. Hein. Je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance. Alors bon, là, par exemple, imaginez, vous vous promenez dans une forêt, et vous êtes un connaisseur en matière botanique. Donc vous voyez des hêtres, des chênes, des saules, vous voyez les différentes parties de l'arbre, etc. Ou alors vous êtes totalement ignare en matière de botanique et vous voyez quoi? Des arbres, des feuilles, des branches, c'est tout. Hein. D'une certaine façon, vous ne voyez pas le même monde, hein, vous ne voyez pas la même chose. Il y a des différences que celui qui a des connaissances en botanique va voir et que l'autre ne va pas voir. Hein. Donc là, c'est une différence de vision en fonction de vos connaissances ou votre expérience. Et enfin, vous ne voyez pas parce que ce que vous voyez ne s'intègre pas dans votre horizon culturel. Alors là, je donne chaque année, je ne résiste pas au plaisir de donner l'exemple disons de la réception, les premières réceptions de l'impressionnisme au XIXe siècle. Donc ça, vous voyez, c'est un tableau célèbre de Claude Monet, Impression Soleil Levant. Et puis ici, un extrait d'un journal satirique, le Charivari, qui raconte, qui raconte la perplexité, pour ne pas dire le refus complet de certains critiques de l'époque. Bon, évidemment, c'est une caricature, hein, qui regarde ces tableaux en ayant juste l'impression que c'est mal peint, quoi. Hein. Alors bon, l'imprudent, donc là il s'agit d'un certain paysagiste, etc. L'imprudent était venu là sans penser à mal, il croyait voir de la bonne peinture, de la peinture comme on en voit partout, bonne et mauvaise, plutôt mauvaise que bonne, mais non pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques. Je le conduisis devant le champ labouré de M. Pissarro, donc c'est ça le tableau de Pissarro en question, hein, le champ labouré de M. Pissarro. À la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que ses verres de lunettes s'étaient troublés, il les essuya avec soin, puis les reposa sur son nez. Par Michalon, s'écria-t-il, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, une gelée blanche sur des sillons profondément creusés, ça a des sillons, ça a de la gelée, ce sont des gratures de palettes, etc., etc. Vous voyez, bon, c'est connu, hein, c'est un exemple assez, assez facile dans l'histoire de l'art, d'un moment de l'histoire de la peinture où le public n'a pas du tout compris l'intérêt de ce mouvement pictural. Donc il ne voyait pas ce qu'il y avait à voir dans ces tableaux, d'accord? Ça ne s'inscrivait pas dans leur horizon culturel. Bon. Voilà ces différents cas. Maintenant, regardons les équivalents linguistiques, hein, de ces différentes situations où on ne voit pas, pour voir quand on ne comprend pas. D'accord? Donc, première situation, on ne voit pas, ou on ne voit rien parce qu'il n'y a rien à voir, donc ça va être, il n'y a rien à comprendre dans ce cas-là. Hein. Alors, on peut prendre des exemples, voilà, tout bêtes, c'est-à-dire vous mettez une suite de lettres aléatoires. Voilà, je vous demande qu'est-ce que ça veut dire ça, IUQSB. Bon, bah, vous allez me dire, oui, c'est peut-être un mot de passe d'un site, je ne sais quoi, mais en tout cas, ça ne veut rien dire. Hein. Et vous n'aurez pas d'hésitation à vous dire, ah, peut-être que ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Ben non, on est clair, on est sûr que ça ne veut absolument rien dire. Si vous mettez non plus des lettres, mais des mots dans le désordre, pardon, table, le, en mal battre, bon, personne, aucun Français, même un peu déficitaire, ne va prononcer une phrase comme celle-ci. Bon, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de raison d'en avoir. Hein. Et ça vient de propriétés du code linguistique. Il y a un code linguistique, je veux dire, par exemple, des mots qui sont codés, qui sont connus dans une culture donnée, et si vous ne les reconnaissez pas, vous ne comprenez pas, et c'est normal, d'accord? Sauf que, dans le champ littéraire, il y a quand même des choses difficilement compréhensibles, mais qui ont un statut quand même. Hein, vous voyez, alors ça, c'est un exemple, un extrait des Cahiers de Rodez d'Antonin Artaud. Alors, peut-être que certaines d'entre vous connaissez Artaud, qui est un poète français, enfin un poète, un homme de théâtre aussi, un écrivain français,
mais qui a été interné, il était schizophrène, et donc pendant son internement à Rodez, qui est un hôpital psychiatrique de Rodez, il a écrit un certain nombre de textes, écrits en ce qu'on appelle des glossolalies, c'est-à-dire du langage inventé. Et voyez quand même, l'écaille de Rodez, ça couvre du tome 15 au tome 21. Donc vous avez 6 volumes qui font, je ne sais plus, genre 250-350 pages de textes comme ça. Avec quelques mots, quelques petits passages compréhensibles par moment, mais c'est quand même extrêmement énigmatique. Il y a un certain nombre d'auteurs, de chercheurs qui ont travaillé sur ces glossolalies et qui ont essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme ressemblance avec des langues existantes, etc., etc. Mais enfin, bon, c'est quand même des choses qui, a priori, ne sont pas faites pour être comprises normalement, mais qui ont quand même un certain statut, tout au moins dans le champ littéraire. Un autre exemple, c'est Tristan Tzara du mouvement Dada en littérature, dans le texte Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer, en 1920. Vous voyez, il y a par exemple ce passage, ça se trouve sur Internet, ce texte. Lorsque les chiens traversent l'air dans un diamant, comme les idées et l'appendice de la méninge montrent l'heure du réveil programme, le titre est de moi, pris ils sont hier, convenant ensuite tableau, apprécier le rêve époque. Bon, vous voyez, en fait c'est un texte produit par c'est un cadavrixki. On prend un texte, on découpe en parties, puis on remet les parties dans le désordre. Bon, mais voilà, donc c'est une technique qui a été exploitée après par les surréalistes, par exemple, pour sortir, disons, d'une sorte d'enfermement dans les codes du langage, justement. Mais donc on est bien dans des situations où il n'y a pas grand-chose à comprendre, à part le geste, disons, le geste linguistique de sortir de la compréhension ordinaire et éventuellement de produire, grâce à l'aléatoire, des choses qu'un être humain normal n'aurait pas produites et qui peuvent donner des idées, produire des suggestions mentales, etc., etc. Donc, bon, il y a quand même des cas un peu particuliers. Deuxième situation, donc je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas. Bon, ça, c'est tout bêtement, si on vous parle dans le bruit ou une écriture illisible, ou alors quand il y a des contextes totalement inappropriés. Donc là, on est dans des conditions externes qui empêchent le langage. Il y a effectivement un certain nombre de gens qui travaillent sur ces questions-là, notamment sur l'écriture, parce que c'est intéressant de savoir comment on va scanner, par exemple, des écritures manuscrites pour produire du texte. Donc, bon, la question de l'écriture illisible, c'est un problème intéressant. Ensuite, je ne vois pas, je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel. De même qu'il y a des déficits visuels, il y a des déficits linguistiques. Que vous connaissez peut-être, les aphasies, les dysphasies. Vous connaissez les dyslexies. Il y a aussi les déficits intellectuels. Donc là, ce sont des conditions de sensorialité ou de traitement de l'information qui vont empêcher la compréhension, éventuellement, ou la production d'ailleurs, mais là on parle plutôt de la compréhension. Bon, il y a des linguistes qui travaillent spécifiquement sur les aphasies pour décrire les troubles du langage. Ensuite, je n'adopte pas la bonne attitude visuelle. Alors, à quel moment on va être dans des situations où on ne va pas forcément avoir la bonne attitude par rapport à un texte ou une situation discursive à laquelle on va être confronté? Bon, ça va être le cas des malentendus, de la compréhension de l'implicite. Je donne deux petits exemples là, amusants qui viennent de Churchill, dont vous savez qu'il était connu pour faire des blagues assez, disons ce qu'on appelle des punchlines aujourd'hui. Donc vous voyez un premier exemple. Un jour, alors que Churchill recevait la féministe Lady Astor, cette dernière lui lança « Winston, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre verre. » Bon, elle ne pouvait pas le supporter, lui faisait exprès d'avoir des propos archi-machistes, etc. Donc elle le détestait. Et lui répond « Eh bien moi, Nancy, si j'étais votre mari, je le boirais. » Alors évidemment, vous racontez ça à des enfants, ils ne comprennent pas. Ils disent « Mais il est fou, pourquoi il boit le poison ?»
Mais évidemment que l'implicite, c'est de dire Nancy, vous êtes une femme tellement odieuse que si j'étais votre mari, la meilleure chose que j'aurais à faire, c'est de me suicider, donc de boire le poison que vous me donnez. Hein. Donc vous voyez, il y a tout un implicite là pour comprendre la chute, disons, de cette petite histoire. De même, dans ce deuxième exemple, qui affronte Churchill et Shaw, George Bernard Shaw, hein, le dramaturge. Donc l'homme de théâtre envoie à Churchill un télégramme un peu moqueur. Je vous ai réservé 2 places pour la première. Amenez un ami si vous en avez un. Bon. Et la réponse de Churchill est présence impossible pour la première, viendrai à la deuxième s'il y en a une. Hein. Donc voilà, là aussi il y a un implicite. Il est possible que votre pièce soit tellement mauvaise, mais voilà, évidemment que c'est quasiment impossible, mais bon, c'est tellement mauvaise qu'elle va être jouée une fois et pas 2, donc. Bon. Tout ça, ça se comprend, mais ça se comprend pas seulement littéralement. Hein. Il ne faut pas seulement comprendre le sens des mots et des phrases, il faut comprendre une forme d'implicite là-dedans. Et ça, on verra que c'est le ressort, disons, d'une discipline qui a des liens très forts avec la sémantique, mais qui s'en distingue, qui est la pragmatique. Alors, pour les ambiguïtés, hein, équivalentes au canard-lapin, il y a clairement, hein, ça c'est tout un grand sujet de la linguistique aussi, l'étude des ambiguïtés. Il y a un très joli livre de Catherine Fuchs sur le sujet d'ailleurs. Bon, un exemple parmi 1000 autres, la petite brise la glace. Voilà, donc là c'est une phrase totalement ambiguë parce que vous pouvez comprendre que la brise au sens du vent, hein, une petite brise, un petit vent qui refroidit une personne de sexe féminin, hein, ou bien la petite, c'est-à-dire la petite fille, hein, casse la glace. D'accord ? Donc brise, vous le comprenez soit comme un verbe, et glace comme un nom, ou brise comme un nom, et glace comme un verbe. Bon, avant-dernière situation, je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance. Bon, les exemples linguistiques, ça va être tout bêtement. Hein, là, c'est très courant, les lacunes lexicales. Il y a des mots que vous ne comprenez pas dans un texte, ou la compréhension en langue étrangère. Vous maîtrisez une langue, mais pas suffisamment pour bien comprendre soit un propos, soit un texte. Et puis enfin, je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel et intellectuel. Bon, ça c'est une expérience à laquelle on est fréquemment confronté quand on est étudiant. Hein. On lit des textes, on se doute qu'il y a quelque chose à comprendre, mais on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les clés culturelles et il faut tout un temps d'apprentissage. C'est différent, c'est pas juste qu'on ne comprend pas les mots, hein, c'est qu'il y a tout un... On ne comprend même pas de quoi ça parle, hein, d'une certaine façon. Donc c'est là où il y a des choses intéressantes à comprendre du point de vue de la constitution des textes et de ce qui permet de comprendre un texte. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est de savoir, de décliner un peu les différents niveaux linguistiques du mot au texte, et de se dire qu'est-ce que c'est que comprendre ou ne pas comprendre un mot, hein, comprendre ou ne pas comprendre un mot grammatical ou un mot lexical, comprendre ou ne pas comprendre des phrases, comprendre ou ne pas comprendre des discours ou des textes, d'accord ? Sachant qu'évidemment, dans ces questions, je ne prends pas parti sur la perspective ascendante ou descendante, c'est-à-dire ascendante ou descendante, ça veut simplement dire que pour comprendre, dans la perspective ascendante, vous partez des mots pour comprendre le texte, hein, vous partez du petit pour comprendre le plus grand, et dans la perspective descendante, vous partez du sens global du texte pour comprendre le sens des mots dans leur contexte. Hein. Donc ça, ce sont les deux perspectives possibles. Alors, c'est cette perspective, si vous voulez, de la compréhension ou de la non-compréhension qui va guider un peu, tout au moins, les premières parties de ce cours. Donc, hormis l'introduction, donc on va continuer aujourd'hui, cette analyse va être faite dans cette deuxième partie, les plans d'analyse du sens, où on examinera donc eh bien, la signification des unités lexicales, la signification des unités grammaticales, des phrases, des textes, et puis on s'intéressera aussi à la signification des sons eux-mêmes, ce qui est une chose un peu plus inhabituelle dans les manuels de sémantique,
mais qui est intéressante. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux sur ce sujet qu'on appelle le symbolisme phonétique, c'est-à-dire que les sons ont intrinsèquement eux-mêmes une signification. Bon, je passe sur la suite, on verra cela. Alors, j'ai l'habitude de faire une petite pause, parce que 2 heures sans interruption, surtout dans une chaleur pareille, c'est un peu compliqué. Donc on va prendre 10 minutes de pause, et on reprend à 12h10. À l'appareil, je t'appelle parce que je viens de lire le rapport d'avancement de thèse de Katia et en fait, c'est presque entièrement ce que tu causais depuis le rapport de l'année dernière et la présentation notamment. Donc, je veux savoir Bonjour. Très bien, merci. Je vais prendre un petit café, tiens. le rapport. Bonjour. Je vais prendre un petit café à emporter si vous avez les petits gobelets. Merci beaucoup.
Pas la carte, hein. Espèce. Ça m'arrange, je vais goûter, je sais pas ce que c'est. Je peux pas encaisser, faut Ah. que je me fasse patienter. Carte 2 jours. alors? Je voulais voir ça. Ouais. D'accord. C'est un- Ça y est, c'est la reprise, monsieur Monod. Ah oui, voilà, premier cours aujourd'hui. Ah là là, Ah sous oui. la pluie. Ouais, bon, bah, je suis dans un... Ah oui, ça, on est à l'abri. Hein. On est bien à l'abri. Il fait une chaleur dans les salles, c'est infernal. Merci beaucoup. C'est la vraie reprise là, ça y est? Ah ouais, pour les licences, les masters la semaine prochaine, mais la vraie pour tout le monde, c'est la semaine prochaine. Là, ça commence gentiment, Oui. en douceur. On a un peu les étudiants là. Ouais, un Ça petit y est, peu, ouais. ça y est. Voilà, c'est ça. Mais ça va être la semaine prochaine, tout démarre complètement. On démarre fort. Voilà. Allez, bonne journée, à bientôt.
Tu dors à la même histoire, Ah non, non. D'accord. Bien, alors je poursuis donc toujours cette introduction assez générale sur ce que signifie sens, signification, et du coup là maintenant on en est à la question de savoir qu'est-ce que signifie exactement comprendre quelque chose. Alors, on a vu qu'il y avait quand même une différence entre avoir un sens, ne pas avoir de sens, et que cela pouvait être traduit ou interprété en disant qu'avoir un sens, ça signifie être compréhensible, c'est-à-dire pouvoir être compris, et quelque chose qui n'a pas de sens n'est pas compréhensible. Alors, qui n'a pas de sens, hein, c'est-à-dire n'est pas compréhensible, on ne peut pas du tout le comprendre, ça n'est pas qu'on ne le comprend pas à un moment donné, hein, mais c'est qu'il ne serait pas compréhensible. Donc ce serait ça, avoir du sens, ne pas avoir du sens, hein, être compréhensible ou pas compréhensible. Parce que évidemment, si on s'intéresse au sens, il faut déjà savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il y en a. Hein, Alors, maintenant il faut préciser, puisque l'absence de sens va être notre guide, hein, l'absence de compréhension plutôt va être notre guide. Qu'est-ce que ça signifie exactement que quelque chose ne peut pas être compris? Donc il y a une première distinction entre est-ce que cette chose ne peut pas être comprise par moi ou par quiconque, c'est-à-dire personne ne peut comprendre, bon j'en ai déjà un petit peu parlé, ou alors est-ce que la chose ne peut pas être comprise par moi ou quelqu'un d'autre à un moment donné, mais que la compréhension sera possible ultérieurement? Ou alors, est-ce que je ne pourrai jamais comprendre ni moi ni personne? Et puis une troisième possibilité, avec cette idée que la chose qui n'est pas compréhensible ne renvoie à rien de concevable, rien qu'on ne puisse concevoir, versus rien qui ne puisse être vrai ou faux. Est-ce que quelque chose, on verra qu'il y a une façon d'appréhender cette notion de compréhension à partir de l'opposition entre le vrai et le faux. Mais a priori, on n'a pas forcément l'idée que quelque chose qu'on peut concevoir ou ne pas concevoir, c'est lié au fait que ce soit vrai ou faux. Hein. Mais on verra que c'est une perspective importante. Alors, première donc distinction. La distinction entre est-ce que la chose peut être comprise par moi
ou est non comprise plutôt par moi ou par n'importe qui. Alors, je prends cet exemple volontairement contenant un mot compliqué, la splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis. Bon, là, vous pouvez dire, bon, je ne comprends pas, parce que le mot smaragdine m'est inconnu. Hein. Donc, vous allez voir dans un dictionnaire, par exemple, et vous trouvez smaragdin, smaragdine, qui est d'un vert émeraude, on parle d'une pierre smaragdine, et littérairement, qui se distingue par un éclat singulier, avec donc cette citation de Valéry, ce qui fait leur splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis, leur perfection et leur attirance de gemme, c'est qu'ils sont polis et brillants et pourtant sans fond. Bon. Donc ça vient d'un mot grec, smaragdinos, qui veut dire vert d'émeraude, etc. Bon, d'accord. Donc là, on est simplement dans un exemple où il y a un mot qu'on ne comprend pas, mais qu'on pourrait comprendre. Donc, moi, je ne comprends pas, mais je peux me dire que quelqu'un d'autre qui connaît le mot peut comprendre. Hein. Ça ne pose pas tellement de problème. Deuxième exemple. Chancelant les bras tâtonnants, il rentra la figure empreinte d'une ferme où il comptait bien l'enlever, mais il avait refusé aux plus puissantes années qu'il pourrait gagner en prudence. Alors, qu'est-ce que vous comprenez ici? Bon, ça vous laisse perplexe, c'est assez normal parce que c'est un texte qui provient d'un générateur de texte aléatoire. Donc là, en l'occurrence, la situation est différente puisque vous trouvez, d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous trouvez ça sur cette adresse internet. Hein. Et donc, la situation est différente. Puisque là, personne ne peut comprendre, c'est aléatoire. Cela dit, hein, quand on donne ce genre de texte, vous trouvez toujours des gens qui vont vous dire « Ah oui, si, ça évoque quelque chose, il y a l'enlevé, donc un enlèvement de quelqu'un dans une ferme, enfin bon, voilà. » On peut toujours imaginer des choses à partir d'un texte, hein, et donc lui donner un sens alors qu'il n'en a pas forcément au départ. C'est un peu comme, si vous voulez, quand vous regardez les nuages, hein, à un certain moment, vous pouvez voir un visage dans les nuages. Bon, ben, il y a une chose un peu analogue dans certains textes, même s'ils n'ont aucune signification, on peut leur en donner. On peut leur en trouver, tout au moins. Alors, maintenant, deuxième situation, la chose n'est pas compréhensible par moi ou quiconque à tel ou tel moment, etc. Bon, alors, ça va être la situation... C'est une situation assez courante au fond. Bon, on a vu le cas où vous ne comprenez pas simplement à cause du sens d'un mot. Ça, on verra bien que c'est vraiment pas le problème. Ça c'est pas du tout un problème. Puisqu'il y a des outils, il y a des dictionnaires. Ne pas comprendre qu'un texte ou une phrase à cause du sens d'un mot, c'est vraiment rien du tout. Hein. C'est pas du tout une complication. Ça se complique quand il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas. Bon, ben là, voilà, par exemple, dans le cas de l'apprentissage des langues étrangères, vous vous trouvez dans une situation où vous ne comprenez pas, mais vous pouvez vous dire, dans quelques années, quand j'aurai progressé dans ma connaissance du norvégien, bah, je comprendrai très bien ce texte ou ce film, etc. Donc, il y a cette situation dans laquelle vous êtes dans un cas où votre compréhension est bloquée, mais où vous avez ce projet de comprendre cela plus tard. Mais en réalité, et ça d'ailleurs, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est quand même une chose absolument essentielle dans nos existences, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on sait d'avance qu'on ne va jamais chercher à comprendre et que très probablement jamais. Je veux dire que vous ne pouvez pas apprendre toutes les langues du monde, vous ne pouvez pas maîtriser toutes les disciplines, je ne sais pas moi, la physique, la mécanique quantique, la médecine, la neurologie, etc. Non, personne ne sait tout, ne peut tout comprendre. Hein. Donc il y a un moment il y a des moments dans l'existence humaine où on fait surtout le choix de ce qu'on ne va jamais chercher à comprendre, en fait. Hein. C'est-à-dire que la chose est quand même assez sélective. À un moment donné, on est dans une situation où vous êtes étudiant en lettres ou en sciences du langage, donc vous avez choisi d'aller chercher à comprendre des choses un peu compliquées éventuellement du côté soit des études littéraires, soit de la linguistique, etc. Mais, je sais pas, vos camarades qui sont en médecine ne comprendront sans doute jamais rien à un livre de linguistique,
puis ça n'intéresse pas, comme on dit couramment, hein, mais simplement, ils ne vont pas développer leur capacité de compréhension sur ça. Donc, quand on parle de compréhension en général, on ne parle pas seulement d'une espèce d'attitude cognitive momentanée, on parle aussi de choix existentiels. Hein. On choisit de chercher à comprendre telle chose ou telle autre, d'accord ? Mais il y a quand même une espèce de... Alors, selon les cultures, selon les milieux sociaux, selon toutes sortes de critères, des hiérarchies, hein, entre des choses qui vont être plus ou moins dignes à comprendre, d'accord ? C'est-à-dire que souvent, on va considérer que comprendre des textes techniques, bon, bah oui, d'accord, mais c'est pas très impressionnant, hein ? Alors que comprendre des textes philosophiques complexes, là, ça va être beaucoup plus impressionnant d'une certaine façon, parce que c'est d'une plus grande difficulté, apparemment, hein. Mais pour d'autres personnes, ça va être l'inverse, parce que comprendre un texte philosophique, ça ne sert à rien, même si c'est une prouesse intellectuelle intéressante, alors que comprendre quelque chose de purement technique, oui, ça a une implication utile, etc. Donc, il y a aussi des hiérarchies dans ce qui est digne d'être compris. Bon, vous prenez par exemple cet extrait là d'un texte de neurochirurgie, je ne sais plus où je l'ai pris. Nous rapportons le cas de 3 patients traités par ostéotomie transpédiculaire pour une syphose post-vertébroplastie, etc. Bon, bah d'accord, vous avez plein de mots techniques là-dedans. À la limite, vous pouvez trouver des équivalents, hein, ostéotomie transpédiculaire, des équivalents en langage courant de ces termes-là. Vous pouvez même comprendre assez précisément ce que ça signifie en traduisant en quelque sorte les mots techniques, hein. Parce que le langage technique, il y a des mots techniques, et puis une fois que vous avez traduit les mots techniques, vous avez tout compris. Alors que dans un texte philosophique, il n'y a même pas forcément un seul mot technique, mais vous avez quand même du mal à comprendre parce qu'il y a un enchaînement d'idées compliquées, hein. En général, dans les textes techniques, il n'y a pas tellement d'enchaînements compliqués, c'est très simple, c'est juste qu'il y a des mots techniques. Mais ce n'est pas seulement qu'il y a des mots techniques, c'est aussi qu'il y a une réalité que même si vous comprenez ça, si vous n'êtes pas neurologue ou neurochirurgien, bah, vous ne voyez pas à quoi ça sert cette notion, hein. Bon, donc là encore, une fois, dans cette situation-là, la question ne va pas tellement être une question de langage, mais une question de connaissance de la réalité. Là, ce qui va manquer pour comprendre vraiment ce qui se dit dans ce texte, ça n'est pas le sens des mots, parce que ça, vous pouvez y avoir accès, vous pouvez tout traduire en termes courants. Bon, je ne me suis pas amusé à le faire, là, mais je pourrais, hein. Mais ce n'est pas pour autant que vous aurez compris de quoi il s'agit. Parce que là, il y a une connaissance du monde, de la structure du monde, de ce qui existe en réalité, qui vous manque, parce que vous n'êtes pas, justement, vous n'avez pas cette connaissance de ce domaine du savoir qu'est la neurochirurgie, et vous ne voyez pas à quoi ça sert cette série de phrases, hein. Alors, ensuite, dernier cas de figure, la chose ne renvoie à rien de concevable versus rien qui puisse être dit vrai ou faux. Donc là, il faut parler, et ça c'est un sujet classique en sémantique, tout au moins dans une certaine version de la sémantique, en particulier dans la sémantique formelle, et puis également en philosophie du langage, il faut parler du lien entre sens, signification et vérité. Alors là, on commence à entrer, là, bien qu'on soit dans l'introduction, dans des notions qui sont des notions techniques importantes de la sémantique, hein. C'est une base de la sémantique, en particulier, encore une fois, de la sémantique formelle, que de distinguer deux choses au sujet du sens, dans le cadre de ce qu'on appelle les théories référentielles de la signification. Dans le cadre de ces théories, comprendre une phrase, d'ailleurs, s'intéresse d'abord aux phrases, hein, pas aux mots, etc. D'accord ? Dans le cas de ces théories-là, on va s'intéresser au sens des phrases. Je vous montrerai peut-être un manuel de sémantique formelle, vous verrez, les auteurs disent, bon, ben, voilà, d'abord je définis le sens de telle façon, et puis ensuite je vais m'intéresser au sens des phrases. Point. Sans justification, juste, voilà, c'est la phrase qui est mon objet principal, et j'essaie de comprendre comment les phrases produisent du sens, et quelles sont leurs équivalences, etc., ou leurs implications. Donc, comprendre une phrase dans la perspective de ces théories référentielles de la signification, c'est comprendre les conditions dans lesquelles elle est vraie. Ce qu'on appelle les conditions de vérité, et c'est ce qu'on appelle aussi, donc conditions de vérité, techniquement, on parle de sémantique vériconditionnelle, hein, véri comme vrai, conditionnel comme condition. Donc les conditions de vérité. Alors cette analyse, ce type d'analyse, ce domaine, a été inauguré
par Gottlob Frege, qui est donc un Allemand, vous voyez, mathématicien, logicien, philosophe. Ces écrits sont abordables, hein, si la question vous intéresse. C'est pas très compliqué à lire, mais bon, c'est pas du tout obligatoire hein, comme lecture. Je vous le signale juste pour que vous sachiez que ça existe. Donc, les écrits logiques et philosophiques. Et donc, Frege distinguait deux choses. La dénotation, en allemand Bedeutung, et le sens, Sinn. Alors, cette distinction assez simple, hein, vous allez voir, la dénotation, c'est simplement l'objet du monde qui est désigné par une expression. Par exemple, si je dis cette chaise, cet ordinateur, je montre une chaise ou un ordinateur précis, la dénotation de cette expression, cette chaise, ça va être une chaise bien précise. C'est un objet du monde. Hein. Et puis, là, ça je le signale en passant, mais c'est un petit peu plus délicat à comprendre, dans le cas d'une phrase, en particulier d'une phrase déclarative, parce que là aussi, la sémantique formelle, vous avez des manuels entiers, ils vont s'intéresser non seulement qu'au sens des phrases, mais en plus qu'au sens des phrases déclaratives, pas les interrogatives, pas les injonctives. Donc, dans un cas d'une phrase déclarative, la dénotation, c'est la valeur de vérité, c'est-à-dire vrai ou faux. Bon, donc, mais ça, je laisse de côté pour l'instant. En linguistique, donc, la dénotation d'une expression, c'est à peu près équivalent au référent ou à la référence. Donc, on va distinguer le sens du mot chaise, tel qu'il va être, par exemple, décrit dans le dictionnaire, le sens du mot table, tel qu'il va être, par exemple, décrit dans le dictionnaire. Hein. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais quand je vous ai parlé du TLFI comme dictionnaire, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'a priori, quand on parle du sens et qu'il est question du langage, c'est peut-être l'une des premières choses auxquelles on pense, le dictionnaire. Hein. C'est lui qui nous fournit le sens des mots. D'accord ? C'est vrai, hein, c'est une certaine description du sens des mots. Mais encore une fois, le dictionnaire, pas plus que l'étymologie, comme je le disais tout à l'heure, n'est un objet... c'est un objet construit par des linguistes. Hein. Je veux dire, les définitions, elles varient un peu d'un dictionnaire à l'autre, leur structure varie un peu. Ce ne sont pas... je veux dire, on entend parfois des gens dire « bon, ce mot, il n'existe pas parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire ». Ça n'a pas de sens, hein, je veux dire, de dire ça, parce qu'il y a des dictionnaires, les dictionnaires généraux, comme le petit Larousse, le petit Robert, ils ne contiennent pas toutes sortes de mots techniques qui ne sont que dans des dictionnaires spécialisés. Hein. Bon, par exemple, les mots de la médecine là, qu'on a vu tout à l'heure dans la phrase qui parle de neurochirurgie, évidemment, ils ne sont pas dans le dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est un dictionnaire général, c'est un dictionnaire du français général, courant, pas du français technique, ou alors des mots techniques, mais qui sont très courants. Bien. Donc ça dépend, le mot il est toujours dans un dictionnaire ou dans un autre, hein. S'il n'est pas dans un, il est dans l'autre. C'est difficile de savoir si un mot existe ou n'existe pas. En tout cas, on ne peut pas argumenter qu'un mot n'existe pas parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Bon, ça peut être un argument si vous jouez au Scrabble par exemple et que vous avez un dictionnaire de référence et que vous décidez de dire si le mot n'est pas dans ce dictionnaire de référence, je ne l'accepte pas. Ok, ça c'est une règle du jeu, hein, mais pour dire qu'un mot existe ou n'existe pas, bon, il y a plein de mots du langage courant, je ne sais pas moi, qui viennent par exemple le langage de l'informatique. Hein, scroller par exemple. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit dans les... Je n'ai pas vérifié, hein, mais pas sûr que ce soit dans la Larousse ou le Robert. Quelques-uns y sont déjà, hein, genre, je pense que tweeter, etc., ça doit y être. Bref, donc si vous voulez, je fais cette précision pour dire à la fois que le dictionnaire, en tant que réservoir des significations, est un outil de travail essentiel, mais ça ne dit pas la vérité du sens des mots. Hein. C'est une construction de linguistes, et sont des linguistes spécialisés dans ce qu'on appelle la lexicographie, hein, qui travaillent chez Larousse ou pour le Robert, etc. Et donc, ce ne sont pas ça ne dit pas la vérité des mots. Hein. Ça décrit simplement, comme n'importe quel livre décrit des choses, ça décrit le sens des mots. Bref, donc on a le sens dans le dictionnaire, mettons, le sens qu'on peut décrire à partir d'une définition de dictionnaire, et puis l'objet désigné par le mot. Oui ? Eh bien, justement, là, on va parler de ce qu'est le vrai et le faux. La vérité si vous voulez, la vérité du sens des mots, le sens des mots, c'est un accord, en fait, dans une communauté linguistique. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas une sorte de... comment dire d'étalon
comme il y a un maître étalon hein, qui dit, voilà, le maître c'est telle longueur, et il y a un étalon de référence, etc., pour dire c'est ça. Bon, avec les mots, ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce que c'est le sens des mots, certes, il est décrit, il est décrit à un moment donné dans les dictionnaires, dans le dictionnaire d'une certaine époque, mais vous regardez, je sais pas moi, un Larousse de 1950, il n'aura pas du tout les mêmes définitions qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que les mots font partie de la vie des culturelle hein, et évolue avec celle-ci. Donc, les dictionnaires peuvent être considérés comme des sortes de stabilisation momentanée du sens des mots, hein, et auxquels on va recourir, bien sûr, c'est extrêmement utile. Et surtout, alors maintenant, on dispose quand même, les gens qui travaillent chez Larousse ou Robert disposent d'outils dont ils ne disposaient pas du tout avant, hein, avec les outils numériques, pour voir si un mot est courant, développé, etc., enfin, et d'usage courant. Les dictionnaires sont à cet égard des bons observatoires du sentiment linguistique à un moment donné, de quelle est la perception du français, parler français à un moment donné de leur histoire. Ça reflète, vous voyez, ça reflète l'usage des gens. C'est pas quelque chose qui est défini comme si c'était des scientifiques qui définissaient quel est le sens des mots. Non, c'est les gens, ce sont les gens qui parlent, qui définissent, parlent dans leur globalité le sens des mots. Et les auteurs de dictionnaires ne font qu'essayer de décrire au plus près de la réalité des usages, les usages qui sont réellement faits des mots, du sens des mots. Bon, mais là, donc, la différence que je veux pointer, c'est la différence entre donc, le sens d'un mot et l'objet désigné par ce mot. Hein, bon, c'est une différence de base. Par exemple, Spider-Man et Peter Parker, ce sont deux expressions différentes. Hein, je ne dis pas deux mots, puisque à chaque fois l'expression est composée de deux mots, mais deux expressions différentes, mais qui ont la même dénotation. Hein, ça renvoie à la même personne. D'accord ? Bon. Alors, la question va être de comment se fait-il qu'un même mot, plutôt deux mots différents peuvent renvoyer à la même personne. Normalement, je veux dire, dans l'idéal, on pourrait espérer qu'on a un mot, un sens, c'est-à-dire un mot, une dénotation. D'accord ? Plutôt, oui, donc un mot, une dénotation. Bon, là, en l'occurrence, on a la même dénotation. Par exemple, si je dis Liz Allen est l'amie de Peter Parker, je peux dire aussi bien que Liz Allen est l'amie de Spider-Man. D'accord ? C'est ce qu'on appelle techniquement la substitution salva veritate, du point de vue de la dénotation, c'est-à-dire si j'ai deux mots qui ont la même dénotation, deux mots ou deux expressions qui ont la même dénotation, par définition, en quelque sorte, dans une phrase donnée, je peux remplacer l'un par l'autre sans changer le sens. Hein ? D'accord ? Apparemment. Mais sans changer plutôt la dénotation. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais, la dénotation d'une phrase, c'est elle est vraie ou fausse. Donc, là, si je veux reformuler ce que je viens de dire d'une manière un peu plus précise, si Liz Allen est l'amie de Peter Parker est vraie, est une phrase vraie, eh bien, le fait de remplacer Peter Parker par une autre expression qui a la même dénotation, donc en l'occurrence Liz Allen est l'amie de Spider-Man, c'est obligatoirement vrai. Si les deux mots ont la même dénotation, ou les deux expressions ont la même dénotation, remplacer l'une par l'autre ne change pas la vérité de la phrase. Ça reste vrai, du point de vue de la dénotation. Mais, du point de vue du sens, ça n'est pas du tout la même chose. Hein. Parce que, si je dis Peter Parker et Peter Parker, ou Spider-Man et Spider-Man, j'ai ce qu'on appelle des tautologies. Bon. Pour les logiciens, une tautologie, ça n'a aucun sens. Hein. C'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que c'est pas informatif, d'accord ? C'est obligatoirement vrai. Si je dis X est X, c'est obligatoirement vrai, d'accord ? Alors, dans les usages linguistiques, c'est plus intéressant. Hein. Vous avez, par exemple, le célèbre film de Jean-Luc Godard, Une femme est une femme. Bon, c'est pas juste une tautologie de dire ça. Hein. Je veux dire, si Godard a appelé son film de cette façon-là, c'est parce que, bien sûr, qu'on interprète cette expression en disant, comment on va interpréter ça ? On va dire qu'il y a des sortes on va dire de stéréotypes associés aux femmes qui sont vérifiés dans le film que je vais vous montrer, par exemple, ou alors ironiquement. Bien.
là, on a deux tautologies. Mais quand je remplace Peter Parker par Spider-Man, je n'ai plus une tautologie. Et ça peut paraître bizarre, puisque ça a la même dénotation. Hein. Mais quand je dis Peter Parker est Spider-Man ou Spider-Man est Peter Parker, je donne quelque chose d'informatif. J'apprends quelque chose à la personne qui ne sait pas que, en fait, le journaliste Peter Parker est Spider-Man. Hein. Donc, ça montre ça, la différence entre les tautologies et ces phrases qui sont obtenues par substitution. Par exemple, Peter Parker et Spider-Man, je l'ai obtenu en remplaçant dans la première phrase la deuxième expression par une expression qui a la même dénotation. J'ai remplacé Peter Parker par Spider-Man. Hein, on a vu juste avant que Spider-Man et Peter Parker ont la même dénotation. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, si la phrase est vraie, elle est encore vraie. Donc si je dis Peter Parker et Peter Parker, je dis maintenant Peter Parker et Spider-Man, ça reste vrai du point de vue de la dénotation, c'est sûr, mais du point de vue de la signification ou du sens, j'obtiens quelque chose d'informatif, d'intéressant. Donc, la différence qu'on va faire, enfin, entre sens et dénotation, et la relation qu'on va établir plutôt entre sens et dénotation dans la perspective frégéenne, hein, donc dans la perspective de Frege, c'est de dire que le sens, c'est ce qui va nous donner accès à la dénotation. Alors, il y a une métaphore que Frege utilise parfois, c'est que c'est un peu comme une lunette qui permet de voir la dénotation, au sens où, par exemple, une lunette télescopique va vous permettre de voir une planète lointaine. Donc, le sens, c'est le mode d'accès à la dénotation. Hein. Vous avez un certain accès à la dénotation. Donc, vous pouvez accéder à l'objet du monde, dénommé soit Spider-Man, soit Peter Parker, par deux voies différentes, en fait. Hein. Vous désignez à la fin la même personne, mais vous êtes passé par deux voies différentes pour le désigner. Donc, c'est ce qui permet de comprendre que des sens différents peuvent avoir la même dénotation. Bon, c'est un phénomène dans le langage extrêmement courant. Hein. On a des tas d'expressions qui sont des paraphrases l'une de l'autre et qui donnent accès à un seul et même sens, mais par des voies différentes. Hein. Vous pouvez désigner la même personne, je ne sais pas, Pierre, en disant Pierre, tout simplement, ou cet imbécile de Pierre, ou cet excellent ami qu'est Pierre. Bon, voilà. Il y a toutes sortes de sens qui peuvent donner accès au même référent. Et dans certains cas, pour Frege, une phrase peut avoir un sens, mais pas avoir de dénotation. Hein. C'est pour bien montrer cette différence entre sens et dénotation. Bon, par exemple, le plus grand nombre entier, hein, je vous rappelle, c'est un mathématicien, Frege, enfin ça c'est quand même une notion mathématique facile à comprendre. Le plus grand nombre entier, on comprend cette expression, elle a un sens, hein, c'est-à-dire les nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à l'infini. Le plus grand, on comprend, hein, mais le plus grand nombre entier, évidemment qu'on comprend, ça a un sens, mais il n'y a pas de nombre qui est le plus grand de tous, hein, puisque c'est infini, c'est un ensemble infini, l'ensemble des nombres entiers. Donc là, c'est une expression qui n'a pas de référence, hein, qui n'a pas de dénotation, mais qui a pourtant un sens. Alors, ce qu'une formule qu'on trouve régulièrement dans tous les manuels de sémantique formelle, qui sont donc des manuels de sémantique de type frégéen, c'est l'idée que connaître le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. Connaître le sens d'une phrase, c'est, si on connaît les circonstances, c'est-à-dire l'état du monde ou le modèle auquel s'applique cette phrase, être capable de juger si cette phrase est vraie ou fausse. D'accord ? Bon, vous pouvez vous trouver une définition un peu plus détaillée dans cet article-là. Vous suivez le lien sur une ressource en sémantique qui vous donne, qui fait un petit développement sur sens et dénotation. Qu'est-ce que ça signifie ? Bon, pour savoir si, je ne sais pas moi, Paris est la capitale de la France, vous devez connaître le pays et être capable de savoir si le monde est tel que, effectivement, Paris était effectivement la capitale de la France. Dans ce cas-là, la phrase va être vraie. Hein. Bon. Donc c'est comment connaître l'état du monde pour que la phrase soit vraie. Alors dans certains cas, évidemment, on ne peut pas comprendre une phrase
parce qu'on ne peut pas lui attribuer des conditions de vérité. On ne peut pas dire si la phrase est vraie ou fausse. Exemple, alors là aussi c'est un exemple très très classique dans la philosophie du langage, l'actuel roi de France est chauve. Bon, ben, pourquoi on ne peut pas dire que cette phrase est vraie ni fausse? Parce qu'il n'y a pas de roi de France actuellement. Donc le sujet de l'expression n'a pas de référent, n'a pas de dénotation. Donc la phrase ne peut être dite ni vraie ni fausse. Elle n'a juste pas de dénotation au sens de Frege. D'accord ? Donc c'est là où on peut se dire est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est une chose de dire qu'on comprend au sens de la phrase a un sens, parce qu'on pourrait dire l'actuel roi de France est chauve, du coup, comme ça n'a pas de dénotation, ça n'a pas de sens de parler de ça. Mais justement, la différence entre sens et dénotation vous permet de dire oui, ça a un sens, mais ça n'a pas de dénotation. Bon. Vous pouvez aussi tout simplement ne pas avoir les connaissances suffisantes pour savoir comment devrait être le monde pour que la phrase soit vraie. Par exemple, je sais pas, on vous parle de la capitale d'un pays que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les connaissances pour savoir si telle ville est la capitale de tel pays. Mais vous savez qu'on peut les avoir, vous savez comment on peut y accéder. Si je vous dis que Flaubert est né un mercredi, bon, c'est pas très intéressant comme connaissance, mais vous pouvez, vous n'êtes pas capable là, ici, pas plus que moi d'ailleurs, de dire si c'est vrai ou faux, mais on sait comment faire pour accéder à des conditions de vérité. À la différence de l'actuel roi de France et chauve, où on sait qu'il n'y a pas de conditions dans lesquelles cette phrase puisse être vraie ou fausse. Donc voilà, je vais voir la date de naissance de Flaubert, je vais voir l'année où il est né, quel jour c'était, le jour où il est né, quel jour dans la semaine c'était, et puis je vais savoir si la phrase Flaubert est né un mercredi est vraie ou fausse. Donc là, il va avoir des conditions de vérité, même si je ne suis pas capable de les établir tout de suite. Donc, le rapport entre entre compréhension et vérité. Comprendre ou ne pas comprendre est plus ou moins indépendant au fond de la vérité. On peut comprendre des choses même si on n'est pas capable de donner les conditions de vérité. C'est ce qu'on vient de voir. Dans le cas du texte poétique, j'y reviendrai bien sûr plus longuement lors d'une autre séance, mais évidemment la question du vrai et du faux se pose différemment. L'objectif d'un texte poétique n'est pas de décrire un état du monde qui soit vrai ou faux. Et on n'est pas non plus dans la situation de l'actuel roi de France et chauve. La question n'est pas de dire qu'on ne peut pas donner des conditions de vérité. C'est que le texte lui-même a un statut différent et donc qu'il requiert des dispositifs de compréhension distincts. Mais vous voyez, c'est le genre de cas où certaines écoles de sémantique, notamment la sémantique formelle, vont dire « moi je ne m'intéresse pas du tout à ce genre de cas ». C'est pas mon problème technique. Texte poétique, c'est un truc à part. Bon, voilà. Moi, je fais de la sémantique formelle, je fais autre chose. Alors que, justement, d'autres auteurs vont considérer que c'est justement les cas les plus intéressants, parce qu'il y a des obscurités du sens qu'on va essayer de surmonter, et qu'il y a des conditions de construction du sens qui sont extrêmement intéressantes. Parce qu'évidemment, les textes poétiques qui sont des textes de grands auteurs, disons pour simplifier, sont des textes qui ont, surnagé dans l'histoire culturelle des pays, parce qu'ils avaient certaines propriétés particulières quand même. Vous savez bien que, je sais pas, il y a des centaines d'auteurs, par exemple au XIXe siècle, totalement inconnus et qui étaient très célèbres à leur époque, mais qu'on ne connaît même pas leur nom. Mais pourquoi des gens comme Lamartine, justement, je parlais de Flaubert ou je ne sais quoi, sont encore aujourd'hui étudiés en France? Tout simplement parce qu'au moment où ils ont écrit, leur texte était des choses qu'on n'avait jamais lues encore. L'écriture de Flaubert, pour prendre juste cet exemple, il y a un très beau livre de Gilles Philippe qui s'appelle Sujet, verbe, complément, publié chez Gallimard, qui raconte tout ça.
Les premiers livres de Flaubert, quand Flaubert a écrit, la presse entière était vent debout en disant c'est écrit n'importe comment, on n'écrit pas comme ça en français, on n'a jamais vu un pire auteur, etc. Jusqu'à ce que Flaubert devienne une référence de la littérature française, hein, un auteur de référence, au point que certains théoriciens de la littérature vont parler d'une sorte de littérature d'un moment, justement ce que Gilles Philippe appelle le moment grammatical de la littérature française. Donc il y a un moment où la littérature française se construit à partir de ce qu'a inventé Flaubert. Mais c'est un peu comme dans le cas tout à l'heure que je vous donnais des impressionnistes, mais cette fois-ci avec le texte littéraire. On n'a pas compris ce qui se passait. Pourquoi? Parce que justement c'était écrit d'une façon différente de ce qu'on avait l'habitude de lire. Hein. Et c'est ça qui fait la différence entre un vrai auteur, si je peux me permettre de dire ça, avec une simplification un peu grossière, et des auteurs un peu de seconde zone. C'est qu'un vrai auteur, il invente quelque chose dans l'écriture elle-même. Pas juste qu'il raconte une histoire, c'est qu'il invente une façon d'écrire, hein, qui est particulière, qui est originale, qui justement est un peu bizarre au début, mais à laquelle on s'habitue et qui ensuite devient une référence de quelque chose. Hein. Eh bien, justement, là, il se produit des choses du point de vue linguistique et du point de vue du sens qui sont intéressantes, parce qu'il y a eu un événement textuel dans l'invention d'une nouvelle façon d'écrire. Bon, bah, si on n'étudie pas ça quand on fait de la sémantique, on se prive quand même d'un genre de phénomène qui peut être considéré comme intéressant. Hein. Donc voilà, ça typiquement, le sens ou la compréhension des textes poétiques, il y a des écoles sémantiques pour lesquelles c'est sans intérêt, et d'autres pour lesquelles, au contraire, ça va être très intéressant. Bon, dans certains cas, tout simplement, il y a une équivalence entre avoir un sens et être vrai. Par exemple, chez le logicien Tarski, bon, c'est aussi là une référence très, très connue, hein. Quand est-ce qu'on va dire que la neige est blanche est vraie? Bah, tout simplement si la neige est effectivement blanche dans la réalité. Hein. Donc là, il y a une sorte d'équivalence entre avoir un sens et être vrai. Hein. La phrase « la neige est blanche » a un sens si effectivement la neige est blanche. Si elle n'est pas blanche, bah, c'est que la phrase est fausse. Et dans cette perspective-là, bah, une phrase ou un énoncé, hein, ça, là aussi c'est une différence qu'on reverra plus tard, hein, une phrase en linguistique, disons, dans le langage technique, hein, une phrase et un énoncé, ça se distingue quand même très très clairement. Pour le dire très simplement, mais on y reviendra, hein, une phrase c'est la même, quelle que soit la situation dans laquelle elle est prononcée. Hein. Mais un énoncé, c'est une phrase, mais prononcée par quelqu'un dans une certaine situation. Bon, par exemple, je ne sais pas, si je dis « aujourd'hui il fait très chaud dans cet amphithéâtre », bah, cette phrase, elle est vraie pour aujourd'hui en ce moment, si je dis aujourd'hui en ce moment il fait très chaud dans cet amphithéâtre, la phrase est vraie le 13 septembre à 12h48, bon, même depuis 11h d'ailleurs, mais elle ne sera peut-être pas vraie si elle voudra la même phrase, hein, il fait chaud aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Peut-être que ça ne sera pas du tout le cas si la même phrase est prononcée dans un mois. D'accord ? Donc, une seule et même phrase, quand elle est prononcée par quelqu'un à un moment donné, dans un endroit donné, va produire des énoncés différents. Je sais pas, dès que vous utilisez des mots comme ici, maintenant, bah, évidemment que le sens de la phrase va varier selon à quel moment vous êtes ou à quel endroit vous êtes. Hein, si vous dites ici il fait chaud, que vous êtes dans cet amphi, bah, vous ne désignez pas tout à fait la même réalité que si vous êtes, je ne sais pas moi, à Djerba, en Tunisie, et que oui, c'est sûr, il fait chaud là-bas. Bon. Donc, ça, ces mots comme ici, maintenant, je, etc., sont ce qu'on appelle des déictiques, hein, on y reviendra. Et c'est ça, en gros, la différence entre la phrase et l'énoncé. La phrase, c'est un être abstrait qu'on décrit. C'est d'ailleurs pour ça que la sémantique formelle, pour parler encore une fois de ce cas particulier, de cette école particulière, qui est tout à fait intéressante, hein, par ailleurs, s'intéresse qu'aux phrases, hein, en particulier aux phrases. Parce qu'il y a déjà toutes sortes de problèmes intéressants pour l'élaboration, la compréhension un peu scientifique du sens des phrases. Et les énoncés, ça sera plutôt la phrase en contexte, donc plutôt la prise en charge par, non pas la sémantique, mais la pragmatique.
hein. Mais cette frontière entre sémantique et pragmatique, elle est parfois un peu floue, mais c'est pas très grave, au fond. Alors, donc, dans ce que on va voir à partir de la semaine prochaine, c'est donc la question de la compréhension ou de la non-compréhension d'abord des mots lexicaux. Alors, ça va nous amener, évidemment, à nous interroger sur ce que c'est que la dénomination, sur, alors, sur les mots et les catégories, parce que les mots sont des choses linguistiques, mais qui renvoient à des catégories mentales. Donc, je sais pas, moi, le mot chaise, qui peut se dire chair en anglais, Stuhl en allemand, etc. C'est les mots différents, mais qui vont renvoyer quand même à une seule et même catégorie d'objets. Hein. Quand je dis ça désigne un objet, cette chaise, oui, ça va désigner tel objet particulier, mais la chaise en tant qu'objet particulier, elle appartient elle-même à une catégorie générale. Et on est capable aussi de reconnaître les catégories. Donc il y a toute une réflexion intéressante sur le lien entre les mots et les catégories qu'il faut avoir. Bon, donc il y a toutes sortes de problèmes qu'on va examiner autour des mots lexicaux, c'est-à-dire, j'y reviendrai encore une fois, mais nom, verbe, adjectif, adverbe, en gros, hein, sauf que certains adverbes ne font pas vraiment partie des mots lexicaux. Et puis les mots grammaticaux, ça va être tout ce qui est ce qu'on appelle parfois le sens instructionnel. Donc les mots grammaticaux, ce sera plutôt les déterminants, les pronoms, les prépositions, hein, ce genre de choses. Bon, puis ensuite on verra les phrases, les textes, les discours assez vite, hein, parce que si vous voulez, sur chacune, on peut faire un cours de toute une année sur un seul de ces sujets-là. Hein, je veux dire, à chaque fois, c'est évidemment extrêmement vaste. Et moi, si vous voulez, comme je sais que vous venez d'horizons un peu différents, tous et toutes, je reprends tout à zéro, si vous voulez, hein, je réexplique tout depuis le début, et on essaie de parcourir un champ aussi vaste que possible pour que vous ayez quand même une idée un peu complète du champ de la sémantique, mais forcément, ça ne nous permet pas d'entrer dans des détails techniques, mais ce sera plutôt, disons, une approche panoramique. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Ouais, alors là, je voulais simplement essayer de présenter une différence entre donc le cas où il n'y a rien à comprendre vraiment. Donc, comprendre ou ne pas comprendre par moi ou par quiconque, c'est la différence entre une situation où je ne comprends pas, mais quelqu'un d'autre pourrait comprendre, d'accord? Ou moi plus tard. Bon. Donc, à partir du moment ou alors, donc, soit moi, quelqu'un d'autre pourrait comprendre, ou moi plus tard je pourrais comprendre, ou bien il n'y a rien à comprendre du tout. D'accord? Phrase produite aléatoirement, etc. Et puis, quand vous êtes dans la première option, hein, je peux comprendre, là, il y a cette distinction dont j'ai parlé entre le fait de savoir si vous savez que vous allez vous mettre à comprendre ça plus tard, par exemple, si je donnais l'exemple d'une langue étrangère, vous apprenez une langue étrangère, bon, vous comprenez mal au début, mais vous savez que dans votre apprentissage, normalement, au bout d'un moment, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Mais vous voyez, là encore, hein, c'est pas juste en apprenant, par exemple, des listes de vocabulaire, c'est tout un apprentissage assez complexe hein, qui va permettre ça. Ou bien, le problème peut être posé, mais là, on sort un petit peu du sujet quand même à proprement parler qui nous intéresse pendant le cours, du choix de ce que vous allez comprendre. Est-ce que vous allez vous faire ce choix existentiel d'essayer de comprendre tel genre de choses ou pas du tout, hein. Donc, vous n'allez jamais comprendre, mais c'est un choix. C'est pas parce que vous ne pouvez pas, c'est parce que vous choisissez de ne pas chercher à comprendre certaines choses. Donc, en gros, dans les choses qu'on ne comprend pas, il y a les choses que personne ne peut comprendre, il y a les choses qu'on ne comprend pas mais qu'on sait qu'on va comprendre plus tard, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on se doute, peut-être on pourra les comprendre, mais on ne va jamais chercher à les comprendre. Voilà, c'était simplement pour dessiner cette distinction. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention et je vous dis pas à la semaine prochaine, hein, rappelez-vous, donc dans 15 jours. Au revoir.